Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 48, la flamboyance du taoïste au soleil. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Samedi dernier, lors d'un cours en direct sur cette merveilleuse qualité qu'est la clarté, nous avons abordé un sujet connexe, l'apparence qu'on se donne au travers de nos habits, de nos coiffures, de nos bijoux, tatouages ou autres. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment abordé l'aspect extérieur d'un taoïste. J'entends par là ce que quelqu'un peut percevoir chez un taoïste. Mes propos s'appliquent aussi bien à toute personne qui suit une vraie voie complète. Je vais donc dans cet épisode vous donner un certain nombre de signes extérieurs de taoïstes, et ce, sans me la jouer à la Prévert. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Au-delà, bien sûr, du plaisir mesquin de se dire que Tante Berthe ne coche aucune case. Simplement celui de se rendre compte qu'une partie de ces critères plutôt objectifs ne sont pas suffisamment respectés chez soi. En mettant en évidence ce qui nous fait défaut, nous obtenons ainsi des indications sur quels aspects porter plus d'efforts, dans quelle direction pousser notre pratique. Comme toujours, l'objectif est de disposer de plus d'outils pour mieux avancer sur sa voie, pas de noter les autres de 0 à 20. Nous allons aussi explorer une notion extrêmement mal comprise et pourtant fondamentale, celle de la perfection. Allez, c'est parti. Le taoïste doit être en bonne santé. La pratique doit apporter une bonne santé. Il y a peu de chances qu'une personne qui ait tout le temps une affliction ou une autre soit un vrai pratiquant. Si Tante Berthe se plaint tout le temps de son dos, de sa constipation, de son sommeil, de sa toux qui ne cesse pas, c'est bien parce qu'elle ne pratique pas. De même, si vous avez régulièrement rhume, bronchite, migraine, ulcère, diarrhée ou que sais-je, il faut se poser quelques questions. Oui, mais nous ne sommes pas tous égaux. On n'a pas tous le même corps ou le même âge, comme Tante Berthe par exemple. En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, et nous ne sommes pas égaux génétiquement. C'est une évidence. Quand je parle de bonne santé, il s'agit d'une mesure relative à ce dont la nature nous a dotés. Prenons comme exemple celui de tomber malade d'un rhume qui finit par de la toux, fièvre, bronchite et quelques jours au lit. Si la nature a doté Bobby d'un système immunitaire du tonnerre, que Bobby dispose d'une armée de globules blancs prêts à détruire toute agression, et que chaque année il attrape une bronchite, Bobby est-il vraiment en bonne santé? Si la nature a doté Marilyn d'un système immunitaire déficient, ou si, suite à un accident, ses poumons ou son système immunitaire ont été démolis, et que Marilyn attrape de la même manière une bronchite une seule fois par an, Marilyn est-elle en bonne santé? Dans les deux cas, les symptômes sont les mêmes, la fréquence d'apparition est la même, et nous pourrions être amenés à juger ces deux personnes de la même manière. Mais en réalité, si Marilyn, qui a un système défensif défaillant, tombe aussi souvent malade que Bobby, qui dispose d'atouts génétiques, ça signifie que soit Marilyn a une super santé, soit que Bobby a une santé qui laisse à désirer. Avoir une bonne santé pour les taoïstes signifie faire du mieux possible avec les cartes distribuées par l'univers. On vous a donné une main de cartes et débrouillez-vous pour faire le maximum de plis. Les cartes d'atout l'emportent toujours sur celles des autres couleurs. C'est la définition de la perfection taoïste. Être au top de ce qu'on peut faire à un instant donné. Si j'ai 5 ans et que je lis un texte péniblement, syllabe par syllabe, je suis peut-être au top de ce que je peux faire. Si j'ai 12 ans, que j'ai un handicap mental et que j'en suis au même point, je suis peut-être aussi au top de ce que je peux faire. La perfection dépend de nous et non pas des autres, pas d'une norme. Dans ces deux cas, on pourrait dire que dans ce domaine de la lecture, ces deux enfants sont presque parfaits. Tout ce que je vais aborder dans la suite de ce podcast repose sur cette règle, cette définition de la perfection qui est donc très dépendante de qui nous sommes. Et il en va de même pour la santé. Mais alors, on fait comment pour savoir si on est en bonne santé? Personne ne n'est taoïste, personne ne commence à pratiquer assez un an. Il y a un moment de notre vie où on va commencer à faire des exercices. Durant cette période, on ne va pas être très régulier. On pratiquera, puis on laissera tomber. On aura des jours avec, des jours sans. On oubliera volontairement des exercices. On s'orientera vers ce qui est le plus facile, ce qui nous dérange le moins. Il y a aussi un moment où l'on va rentrer dans la pratique. Il s'agira du moment où l'on va s'y mettre sérieusement, pas juste en touriste, où l'on va vraiment chercher à s'améliorer en tout. Bon, tu prends ce dernier moment, tu rajoutes 5 ans en moyenne à la louche, et tu regardes ce qui a changé. 5 ans, c'est long. Combien de temps il faut pour devenir un bon plombier, un bon mécanicien, un ingénieur, pour avoir un master? 5 ans?
Oui, il y a des raisons pour ça. Aucune transformation ne se fait rapidement. Il faut arrêter avec le syndrome du gamin gâté qui veut tout de suite et sans effort. La vie ne fonctionne pas comme ça. Normalement, en 5 ans, voire même avant, ta santé doit s'être radicalement améliorée. Moi, par exemple, j'avais environ un très gros torticolis par an. Je parle d'un torticolis à ne pas pouvoir dormir tellement la douleur était forte. Je me faisais au minimum un lumbago par an. J'avais un paquet de rhumes, parfois des migraines ophtalmiques, et en général une bronchite ou une grippe qui traînait sur une semaine, tout ça par an. Désormais, quand j'ai un rhume, il dure 15 minutes si je m'en occupe. Je me coince rarement le dos. Je n'ai pas eu de torticolis ou de bronchite depuis une dizaine d'années. Et quand j'ai la grippe, elle dure, 24 heures avec 24 heures de récupération. Ma santé n'est sans doute pas au top de ce qu'elle pourrait être. Donc, je ne vais pas postuler pour le bon point de la perfection. Mais elle est bien meilleure que lorsque j'avais 30 ans. Ce qui est fou quand on y pense. Regardez donc ce delta entre le moment où vous avez commencé à pratiquer et maintenant. Si rien n'a changé et que vous ne tombiez jamais malade avant, c'est que votre santé était déjà super. Si rien n'a changé et que vous avez toujours plein de petits soucis, c'est qu'il faut plus travailler le corps et l'alchimie interne. Vous avez ça dans le cursus de Dax One et le cursus de petite circulation. Tout ça sur thedoproject.org. Alors la santé, ce n'est pas que le corps. J'aurais envie de dire que la santé, c'est le corps, l'esprit et l'énergie. Mais si tu te concentres à minima sur le corps et l'énergie, tu fais déjà le gros du travail. Rappelons juste que le chi, c'est la vie. Plus on a de chi, plus on a de vie, de défense, de réserve pour lutter contre les agressions, pour réparer le corps. On vise en premier le travail corporel, mais on ne néglige pas le travail énergétique. Et pas besoin de faire des exercices très complexes. Chauffer le centre, qui est le premier exercice que je donne, suffit pour bien débuter. Le taoïste dispose de plus de force, de plus d'endurance que son apparence ne le laisse penser. La pratique renforce le corps, mais surtout vous aide à le comprendre. Ainsi, vous devez moins vous dépenser pour la même action. Vous devez moins vous blesser car vous connaissez mieux vos limites. Vous savez mieux comment exécuter les mouvements demandés par l'activité physique. Quand vous soulevez une charge lourde, c'est plus facile que quand vous étiez jeune et officiellement en pleine force de l'âge. C'est plus facile. Et surtout, vous ne vous faites pas mal. On observe chez le pratiquant cette espèce de paradoxe qu'en vieillissant, il compense en partie sa dégénérescence par une meilleure utilisation de son corps, un meilleur rendement. C'est une partie de la blague sur l'immortalité taoïste. Paradoxalement, quand vous faites une activité physique avec d'autres personnes qui ne sont pas des pratiquants, vous ne devez pas être à la traîne. Alors bien sûr, si vous allez randonner avec des personnes qui s'entraînent à de l'ultra-trail, ils vont vous laisser sur place. Heureusement, sinon ce serait vraiment triste pour eux. Je parle ici de comparer la manière dont on va vivre la même expérience physique sans que quiconque ne se soit spécifiquement entraîné pour la dite expérience. Vous allez randonner avec des personnes pour qui ce n'est pas le passe-temps favori. Vous allez nager avec des personnes qui ne passent pas leur samedi matin à la piscine olympique. Vous sciez du bois avec des personnes qui ne sont pas des bûcherons. Dans tous ces cas, en dépit parfois d'une différence d'âge significative, le taoïsme ne doit pas être désespérément à la traîne. Ça dépend quand même du corps qu'il a à la base. Tout à fait. On revient à cette histoire de perfection. Ce qu'on doit observer vu de l'extérieur, c'est qu'en dépit de ton corps qui peut être faible ou mal adapté, tu déploies plus de force que ce à quoi on s'attend. Tu marches plus longtemps et plus vite que les autres, alors que tu en es à ton 8e jour de jeûne. Tu as scié plus de bois, déplacé plus de parpaings. Tu es une fille fluette qui pèse 40 kg et tu pousses avec facilité un gars de 90 kg qui fait de la muscu. Du coup, on exclut d'entrée tous les lettrés. Les lettrés, ceux qui ne se consacrent qu'à l'étude théorique, livresque, qui se vautrent dans le yang de la connaissance, oublient juste une composante essentielle du taoïsme. Le yin. Exactement. Ils négligent volontairement la moitié de ce qu'ils devraient faire pour évoluer, pour tendre vers une meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un qui ignore la moitié de ce que sa doctrine lui recommande est vraiment fidèle à cette doctrine? Est-ce qu'un nageur qui, prétendant faire le crawl, ne fait que les battements de pied, fait réellement du crawl? Je vous laisse juger. Enfin, ils doivent bien le savoir puisque c'est écrit dans les livres. Du coup, pourquoi ils le font pas? C'est une peur, celle de l'échec, celle d'être confronté à une vision peu glorieuse de soi-même. Alors, on va prétendre que ce n'est pas grave, que cela ne sert à rien, que puisqu'on recherche une élévation spirituelle, on peut se passer du corps. On va prétendre que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas notre chemin, comme si le fait d'avoir un corps en bonne santé n'était pas pour tout le monde. C'est amusant quand même, d'arriver à se persuader de ne pas affronter ses peurs, très minime en plus, alors que c'est en contradiction totale avec ce que l'on prêche. Et si je m'aperçois que justement, je laisse ça un peu de côté, comment je peux faire? Là, clairement, la solution se trouve dans le cursus corporel du Dax One. C'est une pratique complète qui va du corps à l'esprit, mais dont la base est la compréhension du corps, de la manière d'y porter attention. Les premiers exercices sont justement des pratiques d'affinage des sensations que l'on peut avoir de son propre corps. C'est essentiel, et c'est souvent ignoré par tous ceux qui veulent être forts, là, tout de suite, qui veulent des résultats.
Manque de bol, si tu ne sais pas poser ton attention sur ton corps et sentir ses limites, tu vas te blesser. Un peu contre-productif. Le taoïste est calme, posé, émotionnellement stable. Bah oui, il a normalement développé un minimum de silence mental, un minimum de lâcher prise, un minimum de circulation fluide de l'énergie. Tout cela doit se voir à l'extérieur. Si quelqu'un est toujours excité, qu'il passe du coq à l'âne dans une discussion, qu'il oublie sans cesse ce qu'il voulait te dire, qu'il ne t'entend pas lui répondre, c'est qu'il a un souci. La personne n'a peut-être aucune pratique et on va pas lui jeter la pierre. Si en revanche la personne suit une pratique, cela indique l'un des deux problèmes suivants. Soit la pratique n'est pas correcte ou elle est incomplète, soit la pratique est bonne, mais la personne pratique mal. Ce n'est pas nécessairement sa faute, le prof peut mal expliquer. Encore une fois, on va lui éviter de lui jeter la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Pour vous former l'esprit à cette observation, vous pouvez regarder des vidéos de personnes qui prétendent que leur dernière pratique à la mode résout tous les problèmes des troubles de l'attention, la gestion émotionnelle, en passant par le cacamou. Regardez à quel point elles peuvent être confuses, se tenir mal, manquent d'union du corps dans leurs mouvements. Lisez les commentaires et notez à quel point elles peuvent s'exciter si on les contredit ou encore à quel point elles ne les comprennent pas par manque d'écoute. Après, demandez-vous bien sûr si vous ne faites pas un peu pareil. On est dans le domaine du Shengong, là? Pas complètement. Si être calme et posé provient plutôt des exercices de Shengong, le travail de l'esprit donc, sans un travail corporel de qualité et sans un travail énergétique de qualité, il est difficile d'être stable émotionnellement. Le corps, ses douleurs, ses crispations, ses tensions vont nous limiter dans tout ce que nous allons entreprendre. De même, sans énergie, on risque plus de faire la sieste que de méditer. Alors c'est pas grave, c'est juste un travail différent. Sur les autres, c'est plutôt simple à voir, mais sur soi, comment on peut se rendre compte si son travail personnel porte ses fruits? Il suffit de s'observer dans la vie, exactement comme on observe les autres. Un événement brutal se produit, accident, grande contrariété. Comment réagit-on? Va-t-on se mettre en boule, péter les plombs et insulter tout le monde? Va-t-on, suite à cette déstabilisation, retrouver dans les secondes, les minutes qui suivent ses esprits et pouvoir agir naturellement, sans forcer, sans exciter, sans insulter personne? Pas de pouvoir Ta mère suce des cœurs en enfer, Seigneur, Taras. écoute, Et passe de que l'image mon à cri te prix. parvienne. Le Seigneur soit avec nous. Et avec notre esprit. Non. Oh, c'est toujours un work in progress, ça, non? Oui, c'est encore une fois cette notion de perfection. Si ton émotionnel est digne de celui d'un gamin de 2 ans qui ne supporte pas qu'on le contrarie ou qu'on ne lui porte pas l'attention que bien entendu on doit à sa grandeur, ça part mal. Mais si tu es ainsi car tu n'as jamais eu les clés pour en changer, ce n'est pas ta faute. Et tu es parfait. Ah non, tu es totalement imparfait. Si maintenant tu commences à travailler sérieusement sur toi, en partant de si bas, que tu fais ça avec tous les moyens dont tu disposes, avec toute la sincérité possible, tu es parfaite. Même si je suis caractérielle au possible? Oui, car là tu fais tout ce que tu peux avec les moyens du bord pour avancer. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais l'intensité de ton implication. Pour l'instant, en étant parti du niveau zéro de l'empathie et de la gestion émotionnelle, la perfection, ce n'est que de se mettre avec beaucoup d'humilité, de sincérité et de volonté au travail surtout. Rien de plus. Et oui, vu d'extérieur, ça peut faire un peu pitié. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Tu m'en tuberais pas de 2 cm quelque part? Mais que vaut-il mieux? Quelqu'un qui part de très bas, mais qui a vraiment décidé de nettoyer ses mauvaises manières de se comporter, ou quelqu'un de potable qui a décidé de ne rien changer? Car bon, à péter les plombs une fois par semaine, ce n'est pas si grave. Ah ouais, dans le taoïsme, on a des bons points pour l'effort. Exactement. Et ça marche aussi dans l'autre sens. On a des mauvaises notes quand on sait ce qu'on doit faire, qu'on a les moyens et qu'on ne le fait pas. Oui, c'est un peu l'essentiel, c'est de participer, comme au JO. Non. L'essentiel, c'est de faire son maximum, même si ce maximum est 100 fois plus faible que le maximum des autres. Le pratiquant taoïste n'est pas ostentatoire. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans le Dao De Jing ou dans le Chuang Tzu. Le pratiquant ne s'habille pas de manière particulière. Il ne porte pas de bijoux qui le désignent comme taoïste. Il n'a pas de coiffure dédiée. Il ne se laisse pas pousser une barbichette pour faire vieux sage. Pourquoi aurait-il besoin de porter un bracelet en faux jade si ce n'est pour claironner au monde qu'il est spirituel? Eh oui, pourquoi avoir besoin de claironner au monde que l'on est spirituel si on l'est vraiment? Ai-je besoin de me déguiser en chinois du 19e siècle pour pratiquer mon tai chi chuan? Non, pas plus que je ne vais courir tout nu comme lors des Jeux Olympiques en Grèce. Pas plus que je ne vais m'habiller en cavalier des steppes pour tirer avec un arc à double courbure. Pourquoi aurais-je besoin de proclamer au monde que ce que je fais est une pratique chinoise? Après, c'est confortable peut-être. Pas plus qu'un bon jogging et un t-shirt ample, ou que tout dans son salon. À une époque en Chine, les membres de certains courants taoïstes se coiffaient assez spécifiquement. Ils se rasaient la tête, sauf pour une touffe de cheveux qui laissait pousser très long depuis le sommet du crâne. Là où il y a Bahui, c'est pour aider lors des exercices d'alchimie interne.
Non, c'était pour frimer. Une légende veut que si le chi circule bien, jusqu'au sommet du crâne, les cheveux vont bien pousser à cet endroit-là. C'était une manière d'afficher au monde qu'il pratiquait beaucoup. C'est le même mécanisme que la grosse chaîne en or sur un torse poilu pour dire « Regarde comme je gagne bien ma vie ». Ces pseudo-taoïstes rajoutaient à leur panoplie un chasse-mouche. Ce qui est encore plus ridicule, car si tu as du lâcher-prise, les mouches t'énervent beaucoup moins. Et si tu as un humain accompli, elles ne devraient plus du tout t'importuner. C'est ironique, parce qu'en voulant s'afficher comme des taoïstes, ils montraient à quel point ils n'en étaient pas. Oui, je trouve aussi cela très ironique. Ces personnes s'étaient créées des images de pratiquants, comme des déguisements. Et regardez autour de vous. Regardez sur internet tous ceux qui vont afficher moult artifices proclamant au monde qu'ils suivent une voie, qu'ils sont spirituels. Est-ce que c'est toujours quelque chose de physique, comme ces histoires d'habits ou de cheveux? Ou est-ce que ça peut être dans les manières d'être? Tu as raison, c'est aussi dans les comportements. Tu as ceux qui parlent avec de grands mots, en cherchant à faire de grandes phrases qu'ils jugent philosophiques. Tu as ceux qui font les mystérieux. Ils savent des choses, mais ne peuvent en parler parce que, tu vois... Tu as ceux qui passent plus de temps à parler de la pratique ou du fait qu'ils sont pratiquants qu'à s'exercer. Tu as ceux qui se croient supérieurs car ils pratiquent. Tu n'es pas supérieur, hein. Tu as juste bénéficié d'une combinaison de facteurs qui t'ont mis sur la bonne route. Certes, tu as eu la volonté de t'y mettre, de faire face à tout ce qui est un peu minable chez toi. Tu as eu l'humour nécessaire pour continuer. Mais bon, tu n'es pas supérieur aux autres pour autant. J'appelle ça le complexe du pratiquant contre le reste du monde. C'est l'histoire des personnages? Absolument, c'est l'histoire des personnages, ceux que l'on doit éliminer en travaillant la clarté. Et pour ceux que cela intéresse, il y a bien sûr un cursus dédié dans la section esprit de thedaoproject.org. Mon conseil est donc de regarder aussi ce que vous affichez, ce que vous aussi vous cherchez à montrer au monde. Regardez, notez et débarrassez-vous-en. Bon, après, rien ne vous interdit d'avoir un bracelet en jade si vous aimez vraiment cette pierre. Vous pouvez en porter, mais il s'agit de le faire pour de bonnes raisons. Je vais enfoncer le clou une dernière fois. Tu peux aimer écouter du reggae sans te croire obligé de fumer de l'herbe et de t'habiller en jaune, vert et noir. Tu peux aimer l'opéra sans porter le costume 3 pièces et de pochette en soie. Tu peux aimer le heavy metal sans avoir les cheveux longs et un blouson sans manches recouvert de patch. Celui qui est un peu équilibré n'a pas besoin de clamer au monde qui il est, n'en déplaise à toutes les influenceuses payées par des marques de prêt-à-porter. Finalement, la liste des signes est quand même assez courte. Elle est bien plus longue. J'aurais pu parler de la thermorégulation, de la faible présence de peur et d'angoisse, de la capacité à être partout à l'aise, et surtout de la volonté constante d'amélioration. Le taoïste sait qu'il n'est jamais arrivé, car la perfection n'existe pas. Il est en permanence en train de repousser ses limites et ne se repose jamais sur ses lauriers. Mais tout ça, il le fait, ou essaye de le faire, sans mettre en avant ses accomplissements. En résumé, le pratiquant taoïste passe plutôt inaperçu. On va juste remarquer qu'il écoute réellement, qu'il est ouvert d'esprit, qu'il a de l'autodérision, qu'il ne fait suer personne avec un trop plein d'émotions. On va voir qu'en situation de stress, il restera un peu plus fonctionnel que les autres, qu'il est étonnamment peu malade ou qu'il guérit vite, et qu'il se bonifie d'une année sur l'autre. Travailleuse du sexe, j'ai envie de dire. Oui, on ne doit plus dire putain, ce n'est plus poétiquement correct. Mais c'est uniquement parce que chez nous, putain, ça remplace la virgule. Travailleuse du sexe, est-ce que cela ne décrirait juste pas ce qu'un humain de base devrait être ? Tiens, faisons un aparté, ça faisait longtemps. Je n'ai absolument rien contre ceux qui font commerce de leur corps. Les footballeurs, les influenceuses botoxées, les déménageurs, les maçons, les chauffeurs de bus, pour ne citer que, font aussi commerce de leur corps. Et ils ne méritent pas plus qu'on leur jette la pierre. Il n'y a aucune raison de diaboliser ou de regarder de haut une profession parce qu'elle est jugée amorale par une société. On devrait plutôt se demander si nos valeurs et celles de la société font sens, ou ne sont pas des vestiges de préjugés malsains. Donc oui, je vous ai décrit un taoïste et ce n'est pas quelqu'un de flamboyant. C'est sûr que c'est moins vendeur que d'avoir des abdos en tablette de chocolat pour se pavaner dans les filles avec un haut qui tient plus du string que du t-shirt. C'est moins vendeur de viser l'invisibilité que le héros médiatique. Mais c'est aussi plus sain. Pourquoi avez-vous besoin qu'on vous regarde, qu'on vous admire ? Vous avez si peu confiance en votre valeur intrinsèque que vous devez être rassuré par les autres ? Vous avez si peur de vos capacités intellectuelles que vous devez crier au monde que vous êtes HPI ? Les hommes de l'Antiquité s'effaçaient comme la glace qui fond. Dao De Jing, chapitre 15. Alors oui, c'est cette espèce d'invisibilité que j'enseigne. J'accompagne vers la flamboyance de la glace qui fond. Alors, si vous voulez aller mieux pour vous, pas pour frimer, si vous pensez que le bonheur vient de l'intérieur et pas du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, si vous êtes persuadé que peu importe l'endroit d'où on part, on peut tendre vers sa perfection, vers la meilleure version de soi-même, alors je vous invite à vous inscrire gratuitement sur thedaoproject.org, télécharger plusieurs cadeaux, dont des conseils et des exercices, et puis, qui sait, peut-être que vous passerez le stade de la simple curiosité et que vous franchirez la porte qui mène à la pratique. D'ici là,
Avec ou sans vous, je continue mon bonhomme de chemin. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je mène et mène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas.